Allez, salut à tous, c'est Matt, on se retrouve sur Zone 9 pour notre épisode du jour. Désolé pour dimanche, on n'a pas fait de vidéo, j'étais pas là, et Tilt a dû oublier. On commence par un point Twitter avec pas mal de grosses news qui sont intéressantes, et puis on ira voir juste après, quittez pas, Bitcoin et les alts vite fait. Donc voilà, première news, vous avez dû le voir, Bitfinex en 2016, pour les anciens s'en souviendront peut-être, on parlait pas mal en 2017. C'était fait hack pour 3,6 milliards de dollars en Bitcoin. Et ce qui est très étonnant, c'est que le FBI a déjà retrouvé l'argent, puisqu'ils ont retrouvé le couple qui était en charge du blanchiment d'argent. Donc c'est pas eux, a priori, qui auraient hack Bitfinex, parce que bon, ils n'ont pas l'air très très malins, comme vous pouvez le voir, et ils n'ont pas les compétences techniques pour hacker un exchange. Par contre, les hackers, a priori, auraient donc demandé à ces personnes-là de blanchir l'argent, de blanchir quand même 3,6 milliards de dollars. Imagine, tu hackes 3 milliards et demi de dollars en BTC et tu demandes à 7 personnes de les blanchir. Voilà, très étonnant, n'est-ce pas? Sachez que sur sa chaîne, il y a pas mal de vidéos comme ça de rap un peu débiles. Il y a des... Voilà, j'ai pas pu vous montrer le début de la vidéo parce que j'ai peur que YouTube supprime la vidéo ou fasse quelque chose de pas très bon. Donc allez voir si ça vous intéresse, mais elle est quand même bien dénudée souvent et elle fait des trucs vraiment... elle passe vraiment pour une abrutie. Tu te demandes comment est-ce que quelqu'un a pu lui confier 3 milliards et demi à blanchir. Vraiment, ça sort de... le crypto Twitter, surtout américain, on a beaucoup rigolé. Pareil, le FBI a retrouvé la clé privée donc sur le drive du mec. C'est-à-dire que le mec pose sa clé privée, où il y a des milliards dessus, sur un putain de cloud, quoi. C'est quand même très grave, c'est vraiment du grand amateurisme, et tu te demandes comment c'est possible. Aussi, elle a été consultée à un moment donné par BitGo, donc une grosse société, à propos de comment s'appelle ça, de la sécurité, je crois, de fonds. Ce qui est exceptionnel. Tu te demandes comment est-ce qu'ils ont réussi à demander à une voleuse de comment bien protéger ses fonds, quoi. Donc cette histoire est vraiment intéressante. J'ai hâte qu'on en apprenne plus, mais c'est intéressant en tout cas. Voilà. Sachez bien sûr que ce truc-là est fake, hein, le truc que j'avais posté, c'est évidemment un éditage, mais honnêtement, ça aurait pu être vrai. Tellement elle paraît pas très très maligne. Autre chose un peu plus sérieuse cette fois-ci, Binance va réaliser un énorme partenariat avec YG Entertainment, qui est une société sud-coréenne, une maison de disques, donc qui gère des idols de K-pop notamment, qui est surnommée la pharmacie d'ailleurs pour ceux qui ne savent pas, parce que y a eu pas mal d'affaires d'histoires de drogue à l'époque, et puis l'ancien PDG qui a donné ses initiales et donc son nom à YG est en prison parce que il était au courant de plein de choses, trafic de drogue, pas mal de trucs d'abus sexuels, même de viol, de proposer des idoles, de les prostituer pour signer des gros contrats avec des grosses entreprises. Donc voilà, une entreprise un petit peu compliquée, même si personnellement j'aime beaucoup d'artistes qui sont dedans. L'entreprise a quand même pas une hyper répute, et c'est pour ça que les Coréens l'appellent la pharmacie. Mais en gros, c'est quand même très bien parce que voilà, c'est quand même une très grosse boîte. C'est la deuxième, la première, c'est la boîte de BTS qui a juste tout pété. Mais voilà, l'objectif de Binance, ça va être bien sûr de développer les NFT et le métaverse avec YG, et donc de se réimplanter, de réessayer de s'implanter en Corée, parce qu'ils avaient essayé en 2020. Et c'était un échec cuisant parce que les Coréens n'en voulaient pas trop, en gros. Ils avaient déjà leur exchange de leur côté, qui était déjà en place. Et puis, de toute façon, ils sont pas très très crypto pour l'instant. Mais c'était il y a 2 ans. Donc les choses ont sans doute changé, la réglementation a changé aussi. C'est très très contraignant en Corée d'avoir des cryptos. J'en avais parlé la dernière fois sur Twitter, je sais plus si j'en ai parlé en vidéo, mais en gros, vous ne pourrez pas retirer vos fonds sur un wallet qui n'est pas connu des autorités, donc où il y a un KYC dessus. Donc c'est quand même très très restreint. Mais ouais, c'est quelque chose qu'on devrait voir arriver, malheureusement, je pense, en Europe dans quelques années, ou un peu partout dans le monde. Autre chose, je voulais faire un petit point taxe juste avant. Je vois beaucoup de personnes parler du Portugal comme étant l'Eldorado des crypto-monnaies où tu n'es pas imposé dessus. C'est faux. Sachez très clairement que c'est faux. Pour les autres pays, j'imagine que c'est aussi pareil, qui ont été montrés ici. Tu es imposé à 0% si c'est une petite partie de ton revenu, si c'est considéré comme non professionnel. C'est-à-dire que si tu penses t'installer au Portugal, attendre un petit peu et sortir tes millions et payer 0% d'impôt, c'est faux. Au contraire, tu seras requalifié en pro, et comme on nous le montre dans un article, tu seras imposé à un taux qui est sans doute bien plus élevé qu'en France. Donc c'est vraiment le pire move à faire. Donc attention, vraiment, quand vous voyez des trucs à 0%,
c'est souvent du bullshit. Donc voilà, il y a de grosses conditions. La Belgique, c'est pareil, je crois qu'il faut être type, comment dire, un bon père de famille, investissement holding au moins 1 an. Et il faut aussi pas que ce soit des grosses sommes, ce qui est logique en fait. Il n'y a aucun pays au monde qui va proposer du 0% sur les cryptos, ou alors il y a certaines conditions. Voilà pour le point Twitter. On va passer du coup à la T, bien sûr. On arrive du coup en daily sur le gros TP swing. On a cassé, je sais pas si vous voyez ici, on a pris la liquidité ici. Hop, on a méché au-dessus. On est pile dans la zone, on est sur le 38.2, donc on rejette. Pour moi, c'est une zone de TP, comme j'ai dit sur Twitter, à minima de TP. Il y a sans doute des setups de short à prendre là-dedans pour du plus court terme. Mais pour moi, il y a à minima un TP à prendre, surtout si vous êtes entré très en retard. Pour moi, il n'y a pas vraiment de setup d'achat. J'attendrai vraiment qu'on revienne plus bas, genre les 38K, voir si on a un signal, une structure, un truc, pour jouer et pour qu'on puisse peut-être, pourquoi pas, mais aller plus bas, casser ce creux-là et chercher la liquidité. Bref, vous connaissez toujours la même histoire. Et faire derrière un gros double bottom. On n'y est pas, mais pour l'instant, pour moi, acheter ici, c'est clairement du FOMO. Il n'y a pas de setup en fait, donc autant ça peut continuer de monter, autant il n'y a pas de setup à rentrer, donc compliqué, mais on voit bien ici qu'il n'y a pas beaucoup de liquidation. Donc les gens sont... Pour moi, il y a encore un potentiel à la hausse, c'est pour ça que j'aimerais un retracement, parce qu'il y a toujours très souvent un retracement dans un mouvement. Idéalement, on prend le 50, et merde, je retrouve mon graphique, hop, on prend le 50% ou le 61.8, c'est souvent une très bonne zone, et le 50% et puis sur le niveau à 38, donc cette zone-là m'intéresserait éventuellement pour jouer un swing ou un achat quelconque sur BTC, mais pour l'instant, rien de pertinent. Rien d'autre en fait, honnêtement, sur le funding, il est toujours plat, donc il n'y a pas grand chose à raconter. Il était un petit peu négatif sur les bottoms, voilà, il n'y a pas beaucoup de liquidation, ça se voit sur le point ça se voit sur les liquidations ici. Honnêtement, on se fait quand même bien chier, et voilà, faut garder en tête qu'on est quand même dans une tendance qui est baissière moyen terme, donc en daily. Bien sûr, on est dans un énorme range ici, en hebdo, mais sur du court terme, pour moi, c'est une erreur de ne pas prendre de profit si vous avez acheté des niveaux ici, très clairement. Voilà pour ça. On va checker du coup Ethereum. Je crois que je sais pas si j'avais encore un truc. Ouais. Kingfisher, je l'ai mis à jour ce matin pour le cours de l'école zone 9. Donc il était 9h d'ailleurs, 8h. Ou alors non, c'était quand? C'était un autre jour. Non, c'était aujourd'hui. Il y a des gros niveaux à 38, 39K, exactement ce que je montrais. Donc il y a des gens qui ont bull market ici. Donc il y a des niveaux potentiels à aller chercher dans cette zone. Donc je pense qu'il faut être patient. On va regarder d'abord Ethereum en USDT, comme je le fais d'habitude, et on ira voir ensuite la paire BTC. Qui est ici. Mais Ether, voilà, est déjà un peu plus fort que BTC, ça se voit. Il ne s'est pas contenté de retracer seulement 38.2. Il allait chercher les 50%, il bute sur 50% pour l'instant. Donc pareil, pour moi, c'est très clairement un V-bottom ici. Très compliqué d'acheter quoi que ce soit ici. Si vous l'avez pas fait en bas sur le TD9, voilà. Pour moi, je serais vraiment en mode j'attends un retracement, un signal, une structure, quelque chose pour acheter et espérer un beau setup. Voilà. Par contre, là où c'est intéressant, j'ai mis d'ailleurs le layer consensus, donc Ethereum 2.0, qui devrait arriver donc en juin. Alors ça va pas changer grand chose sur les frais pour l'instant, mais c'est déjà un premier grand pas qui fera avancer tout le bordel. Donc ça peut être quelque chose de catalyseur. Je vais regarder du coup la paire en BTC qui m'intéresse plus parce que les niveaux sont plus clairs, je trouve. Donc on a retracé du coup le fake out. On est venu rechercher le mid-range, comme souvent on le fait. Ce qui m'intéresse, c'est du coup cette résistance. Qu'on casse cette résistance, pour moi, je serais extrêmement bullish sur Ethereum. Si on recasse ce niveau-là, ça montrerait que Ethereum est de nouveau beaucoup plus fort que BTC. Et pour l'instant, on est dans un range depuis mai. On a cassé, mais on a vite réintégré, donc c'était un fake out. Donc voilà, ce qui serait pas bon par contre, c'est qu'on vienne vraiment dégueuler ça. Et là, ce serait pas très bon. Mais on n'y est pas, donc pour l'instant, on attend. Il n'y a pas grand-chose à faire. Mais si on repasse au-dessus de ces niveaux-là, vraiment, je pense que Ethereum peut repartir sur sa tendance de fond, qui est aussi en daily. On voit très bien qu'on entre dans ce range par le bas. Et vous le savez, un range horizontal dans une tendance haussière est souvent très puissant. Et pour rappel, c'est potentiellement ce qu'on est en train à nouveau de former sur BTC. On a une tendance qui est extrêmement haussière et on est en train de consolider à plat, entre guillemets, parce que c'est quand même un range de 100%. Mais voilà, qui est à plat quand tu considères ce qu'il y a avant. Donc potentiellement très bullish si on casse à la hausse ce range avec conviction du volume, etc., etc.
Voilà, c'est à peu près tout pour Bitcoin. Pensez à venir nous suivre sur Twitter. Il va y avoir un giveaway de 500 balles en partenariat avec une boîte, je vous le dis pas qui. Vous verrez ça, mais ça vous intéressera, je pense. Donc voilà, c'est lundi. Donc n'hésitez pas là-dessus, je vous ferai un petit rappel. Bien sûr, vous pouvez venir sur le Discord aussi, on parle pas mal. Donc voilà, je vous dis à bientôt. Salut.